événements que je vais annoncer tout de suite. Je vais faire tourner la slide. Voilà. On ne comprend pas bien leur technique, hein, mais bon. Uniquement. Donc, nous aurons le 26, donc mardi 26 avril, après le break des vacances scolaires de Pâques, une matinale entrepreneuriale où nous accueillerons Frédéric Fritz du cabinet Fradiat pour vous parler du statut de l'entrepreneur. Quel est le meilleur statut selon la phase de maturité de son projet? Ensuite, le jeudi 28 avril, au CESCOM, donc à 8h30, hein, on accueille bien sûr à partir de 8h, 8h15 pour le café convivial. Nous accueillerons Randstad qui interviendra sur quelles solutions d'urgence pour faire face au recrutement et quel sujet pour vous aujourd'hui dans les entreprises. Et enfin, le jeudi 5 mai, nous accueillerons ici dans l'amphithéâtre du CESCOM Alain Marco-Tullio, qui est donc le dirigeant de l'entreprise familiale Marco-Tullio Traiteur depuis plus de 40 ans. On sera ravis de redécouvrir cette belle entreprise familiale que tout le monde connaît. Mais à ce moment-là, nous découvrirons les facteurs clés de succès de cette belle entreprise très présente sur le territoire et sur tous les grands événements du territoire. Voilà pour nos événements. Donc, Mathieu, je vais te céder la parole. Juste avant, vous rappeler qu'on va vous offrir, à votre sortie, le livret MyRéseau, l'édition 2022, qui est vraiment l'outil de l'entrepreneur, puisque vous allez y retrouver l'annuaire des clubs et réseaux d'entreprises pour développer votre carnet d'adresses, l'annuaire de la chaîne d'appui à l'accompagnement et au développement des entreprises. Donc, tous ces acteurs qui peuvent vous accompagner au quotidien dans vos entreprises pour les aider à se développer. Et puis, l'annuaire, bien sûr, de tous nos partenaires de la communauté MyRéseau. Voilà, Mathieu, la parole est à toi. Je te laisse te présenter. On n'oublie pas aussi nos participants sur la plateforme Zoom. Voilà, à tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont un petit peu plus loin. Du coup, je pense qu'ils me voient et qu'ils m'entendent. Je suis désolé de ne pas avoir beaucoup de retours par rapport à vous. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce matin. Merci pour la présentation, pour l'introduction. Alors, on va essayer de parler aujourd'hui un petit peu de réseaux sociaux et on va surtout essayer de parler des tendances, de ce qui arrive. Parce que je pense qu'on est à peu près, si on est dans cette salle, c'est qu'on est de plus ou moins concerné directement par cette activité-là. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on y met et ce qu'on a mis dans les tendances de 2022. Alors, juste avant de commencer, je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle Mathieu et je suis le gérant et le fondateur d'une agence web qui s'appelle WebID. Donc, nous, on intervient essentiellement sur l'axe Nancy, Metz, Luxembourg. On va intervenir un petit peu sur la région parisienne, un petit peu sur Strasbourg, mais disons que le grand cœur d'intervention, c'est vraiment cet axe-là. Je passe rapidement, puisque ce n'est pas l'objet de la matinée. Et on va essayer de parler un petit peu de tendance. Alors, juste avant de démarrer, oui, c'est vrai que je suis désolé, parce que comme du coup, on est nombreux, je n'arriverai pas forcément tous vous questionner. Par contre, surtout, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, s'il y a des commentaires, surtout, vous n'hésitez pas. On le fait en live, n'hésitez pas à m'interrompre. Du coup, s'il y a des questions sur Zoom, je suis désolé. Promis, j'essaie d'y répondre à la fin. Peut-être qu'on pourra avoir quelqu'un qui checkera les questions, comme ça, on pourra y répondre quand même. Donc voilà, donc surtout on interagit et s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord? Je le dis tout le temps, mais ceux qui me connaissent savent que je parle vite et savent surtout que lorsque je parle de quelque chose qui me passionne, je peux parfois utiliser des mots qui, pour moi, ont tout leur sens puisque je les utilise tous les jours, mais qui, dans le langage absolu, parfois sont des fois incompréhensibles. Donc si jamais c'est le cas à un moment donné et que vous voyez m'enflammer dans quelque chose où plus personne comprend, levez la main. Ça va, et promis, je m'arrête. Voilà, Marie, c'est toi qui régule. Alors, avant de démarrer, petite question simple, mais qui va sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Bon, jusque-là, il n'y a quand même pas trop de surprises. Alors, on va essayer de voir un petit peu, justement, qu'est-ce qu'on y met. Alors, avant de débuter, on va faire un petit tour d'horizon des chiffres. Les quelques chiffres, vous savez je me suis appuyé sur la présentation, sur une très grosse étude. Tous les ans, il y a l'étude qu'on appelle Digital, qui est une étude menée par deux grands organismes sociaux. Et donc, du coup, tous les ans, ils vont nous donner les derniers chiffres qu'il faut retenir. Et donc, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe en termes de chiffres.
On parlera ensuite des plateformes. Vous allez voir que cette année, il y a eu quelque chose qui a beaucoup bougé. Il y a 2 choses essentielles à retenir sur les plateformes sur cette année. Et ensuite, j'essaierai de vous donner 5 tendances. Alors, le problème ou l'avantage d'ailleurs du marketing digital, pour moi, c'est un avantage. Pour certains, ça peut être un problème. C'est que ça bouge énormément. Tous les matins, je me lève et je me demande qu'est-ce qui y a pu arriver pendant la nuit que j'ai loupé, sur lequel je suis en retard. Donc ça, c'est un énorme avantage parce que du coup, ça fait moi à peu près 15 ans que je bosse dans le marketing digital. Ça fait 15 ans que je n'ai jamais eu l'impression d'avoir une journée la même qui était celle de la veille. Donc tous les matins, j'ai une nouvelle journée. Bon, alors je vous avouerai que mentalement, c'est un peu long. Parfois, j'aimerais maîtriser les sujets, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc j'ai essayé d'en donner 5. Par contre, vous allez voir qu'en fait, il pourrait y en avoir bien plus. D'accord ? Et donc, j'ouvrirai en conclusion sur quelques tendances que je n'ai pas pu évoquer parce que je considère qu'elles sont un peu plus complexes ou qu'elles sont dans des niches un petit peu plus précises. Et donc, on les évoquera quand même à la fin, mais je n'ai pas voulu insister dessus. Alors, on va commencer avec quelques chiffres clés. Le premier, finalement, c'était sur les utilisateurs du web, puisqu'on a passé plus de 90% de la population. Voilà, ce n'est pas difficile. Il y a 9 personnes sur 10, plus de 9 personnes sur 10 qui sont des utilisateurs réguliers d'Internet. D'accord ? En France, ça fait 60 millions de personnes quand même. Voilà. Donc souvent, c'est des questions encore qu'on me pose, parce que ça m'arrive, certains clients qui me disent, mais est-ce que réellement il y a un intérêt à être sur le web ? Est-ce que réellement il y a un intérêt à être sur les réseaux sociaux ? Alors, vous pourriez faire 100, techniquement. Après, ce serait quand même décider de commencer un marathon avec des claquettes. Donc je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Je dis juste que d'ici à le gagner, il va peut-être y avoir quand même une marge de manœuvre. Alors, ça, c'était le premier chiffre que je voulais vous partager parce que c'est vraiment quelque chose d'important. On est tous connectés à Internet. Tout le temps. D'accord ? Et on va voir un peu les usages qu'on en fait. La source, à chaque fois, je vous ai mis la source, c'est ce que je vous disais, c'est Digital 2022. Donc, les 2 gros acteurs de cette grande étude, c'est Hootsuite, pour ceux qui connaissent, et We Are Social. We Are Social, c'est considéré comme l'une des plus grosses agences de social media françaises. Une super boîte. Et Hootsuite, c'est en fait un outil qui permet de gérer du multi-compte sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est eux qui font tous les ans cette étude-là. Elle est hyper complète. C'est une étude qui est mondiale. Ils ont tout un focus sur la France. Si vous voulez, à la fin, je peux même vous envoyer le lien de l'étude. C'est vraiment intéressant. Deuxième chiffre qu'on va essayer de voir ensemble. Ça vous parle un peu, ça ? On passe presque 6 heures sur Internet par jour. Alors, j'étais interviewé il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là, et la personne qui m'interviewe me dit, mais un étudiant, quand il a fini ses cours, qu'il a bossé normalement un peu ses cours, qu'il a fait ça, il dort quand ? Déjà, un étudiant ne dort pas, c'est le principe d'un étudiant. Et non, oui, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Alors, vous allez voir qu'en fait, tous les chiffres que j'annonce, ils peuvent varier selon les sources que vous avez. C'est-à-dire que si vous allez rechercher, ça, c'est les chiffres qui sortent de cette étude-là, mais il y a d'autres études qui vont vous donner peut-être 5h20. Enfin, voilà, à la marge, ça peut varier un petit peu. Mais ce qui est important, c'est de retenir l'idée. En fait, on est sur plus de 5 heures d'utilisation d'Internet. Alors, je parle d'utilisation d'Internet. C'est-à-dire que dans ce chiffre-là, il y a également votre utilisation des écrans. C'est-à-dire que si vous regardez Netflix, vous êtes considéré dans ce temps-là. D'accord ? Donc, vous voyez qu'on n'est pas forcément en train de surfer. Mais en tout cas, c'est de l'utilisation d'Internet. Alors, ça parle quand même, plus de 5 heures dans la journée, c'est quand même pas mal. Et si on regarde, on a plus de 2 heures via smartphone. D'accord ? Le temps d'utilisation des réseaux sociaux, d'ailleurs, à votre avis, là-dedans ? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ? 2, 3. Ouais, c'est pas mal, 2, 3, c'est à peu près ça. C'est un peu plus de 2h30. Un peu plus de 2h30 d'utilisation des réseaux sociaux par jour. Vous vous doutez bien que ça varie selon l'âge, ça varie selon les secteurs d'activité, mais en gros, dites-vous qu'on passe plus de 2 heures sur les réseaux sociaux par jour. D'accord ? Donc, de nouveau, quand on me pose la question de est-ce qu'il faut être sur les réseaux sociaux, je réponds la même chose. Vous avez le droit de ne pas y être. Mais peut-être que. Ça, c'est les utilisateurs.
Donc, en fait, on est effectivement sur l'utilisateur des réseaux sociaux en France, plus de 52 millions de personnes qui l'utilisent. Bon, voilà, il n'y a pas de surprise, en fait. Tout le monde y est, tout le monde y est, tout le monde va l'utiliser. Je vous ai mis ces quelques chiffres-là simplement pour que vous ayez en tête que c'est aujourd'hui, dans une stratégie de marque, à mon sens, devenu indispensable. Aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué de se passer des réseaux sociaux pour une marque, puisque c'est l'objectif. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qu'on y met. Alors, ça, c'est l'augmentation, ce qu'on est passé tout à l'heure. Je vais vous passer sur ça. Oui, l'utilisation des réseaux sociaux est en augmentation depuis 2 ans. Vous doutez bien, on a vécu une période sanitaire qui a amplifié ça. D'ailleurs, on a eu l'explosion d'un réseau social pendant cette période-là. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Alors oui, ça c'était une donnée importante. On me demande souvent pourquoi on utilise les réseaux sociaux. Alors ça dépend. Les jeunes générations vont utiliser les réseaux sociaux beaucoup pour s'informer. Voilà. Ce qu'on appelle la génération Z. Vous savez, les générations Z, c'est ceux qui sont nés dans les années 90-95. Donc c'est la dernière génération qui est arrivée. La génération Z utilise énormément les réseaux sociaux comme source d'information. Voilà. Alors avec tous les points de vigilance qu'il faut prendre en compte, puisqu'on connaît la fiabilité de certaines sources d'informations sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Mais par contre, ça peut vouloir dire aussi que c'est intéressant pour nous. Nous, marques, qui voulons finalement passer de l'info, utiliser les réseaux sociaux peut être quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'est une des utilisations. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour rechercher par rapport à leur orientation, par exemple. On sait qu'ils vont aller rechercher de l'information. D'ailleurs, un des réseaux qui est très utilisé dans l'orientation des jeunes pour les générations Z, c'est Pinterest. Voilà, Pinterest est extrêmement utilisé par les jeunes générations pour l'orientation. Voilà. Donc, on verra ça un petit peu après. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, plus d'un internaute sur 2 va aller regarder les réseaux sociaux pour avoir un peu plus d'infos sur une marque. Voilà. Donc, de nouveau, quand on me dit est-ce qu'il y a besoin d'y aller ou pas d'y aller, ben, en fait, dites-vous qu'à partir du moment où vous allez donner votre carte de visite à quelqu'un, il va faire 2 choses. La première, c'est qu'il va ouvrir Google et il va taper le nom de votre société dedans. Donc, ce serait mieux qu'il vous retrouve. Et ensuite, il va aller regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est bien si vous avez une activité. Si la dernière publication date de janvier 2016, mettez à jour quelque chose, ce que vous voulez. Mettez une photo, souhaitez une bonne année, mais mettez à jour. D'accord? Allez, jusque-là, normalement, en général, il n'y a pas de questions. On va juste essayer de faire un petit tour sur les différentes plateformes, ce qui arrive et quelles ont été les modifications qu'on a. Alors, à votre avis, quelle est la plateforme qui recense le plus d'utilisation? Quelle est la plateforme qui touche le plus de monde? Alors attention, la façon dont je formule ma question est importante. Je ne parle pas de la plateforme la plus utilisée. Je parle de la plateforme qui touche le plus de monde. Alors à votre avis, Facebook, Instagram ou TikTok, le plus de monde? Alors, WeChat, oui, alors en France, c'est moins, mais WeChat est très utilisé. Mais alors, à votre avis, plus de monde. D'ailleurs, c'est une spécificité française. Ce n'est pas le cas dans le monde, celle qui touche le plus de monde. Si je vous dis, je vais vous donner un indice. Ah, s'il y a quelqu'un à la ref là, il y a encore du café en bas, je peux lui payer un café? Je lui paye un café. Vous avez vu ma générosité. Celui qui a la ref, je lui paye un café. Si je vous dis, moi, Ozo. Moi, Ozo. Moi, Ozo. Là, s'il y a des étudiants en digital, moi, Ozo, normalement, ça doit parler. Moi, Ozo. En fait, Me to the Zoo, réellement. Ça parle à personne, ça? Me to the Zoo? Non? Ah! Me to the Zoo, c'est la première vidéo qui a été postée sur YouTube par l'un des 2 cofondateurs de YouTube. En fait, quand ils ont lancé la plateforme, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est filmé devant des éléphants. Il a expliqué qu'il était devant des éléphants et il a posté ça. Voilà. De mémoire, je pense que c'est avril 2005. Il faudrait fact-checker si on a des gens devant Internet. Je crois que c'est avril 2005 et c'est Me to the Zoo. Donc, bah, vous l'avez compris, finalement, la plateforme qui touche le plus de monde en France, c'est YouTube. Et pourquoi je vous dis que c'est une spécificité française? Puisqu'en fait, dans le monde, c'est Facebook. Mais en France, YouTube va toucher près de 80% de la population. Donc, si vous voulez travailler mass market, donc ce qu'on appelle toucher le plus grand nombre de personnes, YouTube est l'un des réseaux les plus utilisés
en tout cas les plus utilisables, pour être performants. Ça, c'est la première des choses. Alors, YouTube, ce n'est pas difficile. La segmentation qu'on a dessus, entre 25 et 45 ans, c'est plus de la moitié des utilisateurs. D'accord ? Ils ont une grande particularité, c'est que quand on va sur YouTube, un internaute sur deux sait ce qu'il recherche. C'est-à-dire qu'en fait, il va directement aller rechercher quelque chose de précis. Et pour l'autre partie, ils vont naviguer. Finalement, ils vont aller regarder une vidéo qui va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre. D'accord ? Ça, c'est la petite spécificité sur YouTube. À votre avis, on y passe combien de temps en moyenne? Par jour, plus de 30 minutes. On y passe plus de 30 minutes par jour en moyenne. Donc, vous enlevez tous ceux qui n'y vont pas et vous voyez combien de temps les autres y passent. D'accord? Ça fait beaucoup. OK? Ça, c'est YouTube. Donc, c'est la plateforme qui va toucher le plus de monde. La deuxième, vous l'avez donnée également. Hein. Ouais, c'est Facebook. Forcément, ça reste le mastodon. Il ne faut pas se tromper. Alors, Facebook, c'est vraiment intéressant. C'est peut-être le premier cas d'usage qu'on va regarder aujourd'hui. Parce que Facebook reste le très gros. Ça reste celui qui est le plus utilisé. Ça reste celui qui va représenter le plus de monde. C'est là où il y a le plus de comptes dans le monde et en France. Enfin, c'est vraiment le très, très gros. Par contre, il a une particularité. Ça devient extrêmement difficile pour Facebook d'aller toucher les jeunes générations. Je parlais de la génération Z. À votre avis, il y a combien de personnes, combien de pourcentage de la génération Z qui y va? C'est hyper compliqué. C'est moins de 60% de la génération Z qui va sur Facebook. Et pire que ça, il y a 10% des moins de 18 ans qui ont carrément désinstallé l'app. Donc eux, ils sont vraiment en train de sortir de Facebook. D'accord ? C'est un véritable enjeu. Oui. C'est dissocié. Ouais, vraiment l'utilisation de la plateforme Facebook, puisque Messenger, au contraire, est l'une des plateformes qui est très utilisée. Alors, vous allez voir que dans les études, j'ai enlevé toutes les plateformes conversationnelles. Donc, j'ai enlevé WhatsApp, j'ai enlevé Messenger, pour une raison très simple, c'est que même si c'est considéré comme des réseaux sociaux, en fait, l'approche que j'appelle moi marketing conversationnel est assez spécifique. Je recommande à toutes les marques, le marketing conversationnel est une des vraies tendances. Par contre, ça nécessite d'avoir un niveau de maturité marketing un tout petit peu plus poussé. Donc, volontairement, je les ai enlevés là. Mais ça reste l'une des plateformes très utilisées. Ouais. Donc là, on n'est vraiment que sur Facebook. Donc, du coup, les jeunes générations ont beaucoup de mal à adhérer à cette plateforme. Et c'est un vrai problème pour Facebook, puisque du coup, ils ne peuvent plus adresser. Alors, comme ça reste le gros, ils n'ont pas trop de problèmes avec leur régie, mais ils ont de plus de mal à aller chercher les jeunes générations. D'accord ? Ça, c'est pour Facebook. Ça perd à peu près 10 points. Je crois qu'on a perdu 12 points de fréquentation chez les jeunes en 2 ans. 12 points. Oui. Alors, c'est une question qui est intéressante parce que la problématique de liberté d'expression sur les réseaux sociaux, en fait, elle est très liée au pays d'utilisation, elle est très liée au pays qui est fondateur du réseau social. On sait que, par exemple, Facebook, qui est américain, vous n'avez pas le droit de mettre une photo, je ne sais plus quelle photo avait été censurée, qui était une œuvre d'art parce qu'on voyait une femme. Mais à côté de ça, vous avez de la propagande sur tout un tas de choses. Et c'est très, très complexe. C'est d'ailleurs l'enjeu. En fait, l'enjeu des réseaux qui va arriver là, c'est la qualité de la source d'information qu'on y retrouve. Et si à un moment, les réseaux sociaux ne font pas un énorme travail sur la fiabilité des sources qu'on retrouve dessus, effectivement, on va à un moment donné aller sur un désintéressement de ça, parce qu'on disait, les jeunes s'en servent comme de la formation. Donc, si les sources ne sont pas fiables, ça peut poser un vrai problème, effectivement. Allez, le troisième. Alors, celui-là, il est pareil, on l'a cité aussi parmi les plus gros, il touche à peu près la moitié de la population, c'est Instagram. Alors, Instagram, pour quelques chiffres, 64% des utilisateurs, ils ont moins de 35 ans. Voilà. Donc, c'est quand même un réseau qui est plutôt jeune. Instagram, on appelle ça, c'est un média très lié à l'image. J'appelle ça un média inspirationnel. D'accord ? Parce que quand on va sur Instagram, il y avait une très grande influenceuse dans le numérique qui disait « Instagram, c'est le réseau de ceux qui ont une vie plus belle que la vôtre. » et je trouvais cette image hyper intéressante parce que c'est d'ailleurs l'un des défauts. C'est quelque chose qui ressort d'Instagram en ce moment. En fait, Instagram, vous avez toujours le visuel parfait.
vous avez la plage parfaite. Vous allez, vous, sur la même plage, vous faites la même photo, ça n'a pas le même rendu. Testez la même plage. Votre appart, vous faites la photo, l'appart, il ne rend pas pareil. Ils ont tous des vues qui sont extraordinaires. On a l'impression que tout le monde habite à Dubaï au 25e étage avec une vue sur un lagon. Ben ça, en fait, en 2022, ben vous allez voir que ça, déjà, ça commence un petit peu à passer. Parce qu'on est revenu, vous allez voir dans l'une des tendances, on revient un peu à la réalité, à quelque chose de plus sain, quelque chose de plus vrai. On a envie de ressentir un peu des valeurs et de retrouver de l'authenticité. Et donc, Instagram, qui est le média d'excellence de la photo parfaite, tout doucement, on voit arriver des comptes qui sont plus aussi parfaits. C'est l'un des réseaux les plus utilisés en influence. C'est vraiment un réseau très fort en influence. Donc voilà, Instagram, quelque chose qui touche vraiment beaucoup de monde, c'est vraiment intéressant de pouvoir y aller. Un peu moins de 30% des utilisateurs ont moins de 25 ans. Donc en gros, on sait qu'on touche à peu près la moitié des gens quand on est sur la tranche des moins de 35 ans. Ça va? Snap. Ah, très utilisé aussi. Hein. Alors la plupart, qui a Snap d'ailleurs? Je suis toujours curieux de savoir ça. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est super utilisé. Ok, d'accord. Alors effectivement, Snapchat est un réseau qui va toucher un peu moins de 40% de la population. C'est le premier, alors intéressant, premier réseau social chez les 11-16 ans. Premier réseau social chez les 16-20 ans, premier réseau social chez les 20-24 ans. Donc en gros, entre 11 et 24 ans, Snapchat, c'est le premier réseau social. D'accord, c'est celui le plus utilisé. En fait, c'est celui le plus utilisé parce qu'on est aussi sur ces générations. Le principe de Snapchat, vous savez, c'est l'éphémère. J'envoie quelque chose, ça disparaît dans l'instantané. J'envoie un message, il disparaît. J'envoie une photo, il disparaît. On est dans la conversationnelle éphémère. Donc, forcément, c'est très lié à ces générations-là. Donc, c'est l'un des réseaux les plus utilisés. Mais c'est par contre un réseau qui est hyper intéressant puisque les internautes l'utilisent énormément sur son côté conversationnel. Vous savez, le fait de pouvoir discuter avec des gens. Par contre, il y a énormément aussi d'internautes, on est un peu moins de 40%, je crois, d'internautes qui vont aller regarder certaines vidéos sur Snap. Et donc, du coup, ils vont traîner un petit peu, ils vont surfer dessus. Vous avez des petites stories, vous avez ce qui s'appelle l'équivalent des stories. Donc, on va pouvoir naviguer dessus sur les réseaux sociaux. Et donc là, pour les marques, être présent, si on veut toucher ces cibles-là, c'est un formidable outil. Voilà. Vous allez voir que chacun des réseaux sociaux, qu'on appelle maintenant des médias sociaux, médias, pourquoi? Parce que c'est l'équivalent des médias traditionnels, hein, de la télé, de la radio. Et donc, on va pouvoir annoncer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable de faire de la publicité payante. Ils ont chacun des régies publicitaires. D'accord? C'est pour ça que c'est très utilisé par les marques. Donc, Snapchat, si vous voulez toucher des jeunes, c'est plutôt intéressant. À votre avis, un jeune adulte de moins de 25 ans, il l'ouvre combien de fois par jour, Snapchat? Alors, si j'enlève le côté conversationnel où ils se connectent toutes les 3 minutes, en fait, ils ont ce qu'on appelle une intention d'ouverture de près de 25 fois par jour, hors conversationnel. Donc, ils l'ont tout le temps à la main. Je ne sais pas, ils ouvrent. Et en fait, la consommation des réseaux sociaux de plus en plus est snackée. En fait, on se connecte de moins en moins longtemps, mais de plus en plus fréquemment. D'accord? Et moi, je le vois. Quand j'ai un jeune traffic manager chez moi, et traffic manager, donc c'est justement quelqu'un qui utilise les régies publicitaires des réseaux sociaux ou de Google. Et en fait, je rentre en réunion, il ouvre, il referme. Et toutes les 4 minutes, il ouvre, il referme. Il ouvre, il referme. Il ouvre, il referme. Et il a ce geste régulier qui est d'ouvrir, prendre de l'info, refermer, ouvrir, prendre de l'info, refermer. Voilà, à chaque fois. Donc, il se connecte sur des temps très, très courts, mais énormément. D'accord? Et alors, c'est vraiment intéressant parce qu'en sociologie, du coup, ça crée plein de choses. En sociologie, on a expliqué que, par exemple, le simple fait d'avoir votre téléphone à côté de vous vous perturbe. Parce que potentiellement, vous pouvez recevoir un message. Et on sait que dans les réseaux sociaux, le fait de recevoir une info, un message, une notification, la notification, qui est l'arme extraordinaire pour vous obliger à vous connecter. Dès qu'on voit le téléphone s'allumer, on va regarder. Puis on a envie de savoir. On a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la notification. Parce que vous avez remarqué quand même que dans la notification, on ne vous donne jamais réellement ce qu'il y a quand on vous demande d'ouvrir. Et donc là, vous ouvrez. Et forcément, vous ouvrez, donc vous regardez l'actu, puis vous regardez celle d'en dessous, et puis vous avez passé 3 minutes. D'accord? En fait, tout l'objet des réseaux sociaux, c'est de capter votre attention. Plus je suis capable de capter votre attention, plus je suis capable de vous garder connecté,
plus j'ai de chance de vous mettre la pub d'un annonceur. Plus j'ai des gens qui payent pour votre attention. Il y a une grande phrase en social, il y a une grande phrase dans le numérique. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, plus vous utilisez les réseaux sociaux, plus moi, je peux mettre mes annonceurs dessus. Vous voyez? Donc, du coup, ça, c'est là, génial. Donc, Snapchat, effectivement, on se connecte de plus en plus. Ça va? Donc, oui, c'est très intéressant. Le simple fait d'avoir son téléphone vous perturbe. Ça empêche la concentration d'avoir le téléphone posé. Twitter. Ah, alors ça, c'est un réseau. Alors, c'est vraiment, pour moi, ça fait des années que je bosse avec. Et pourtant, ça a toujours été un réseau qui est un peu à part, chez moi. Et pourtant, c'est un réseau que j'adore. Twitter, c'est un réseau qui est très utilisé pour prendre de l'info. En fait, les gens, ils y vont énormément pour rechercher de l'information. D'accord? Par exemple, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a près de la moitié des comptes qui n'ont jamais tweeté. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont ouvert des comptes, ils n'ont jamais mis un tweet. il y a près aussi je crois que c'est 70% des comptes qui n'ont pas d'abonnés. C'est vraiment juste pour aller prendre de l'info. D'accord? Par contre, le monde économico-politique, 83% des gens l'ont. Donc, c'est vraiment un média qui est très utilisé dans le monde journalistique, médiatique. Donc, c'est un réseau qui est assez intéressant. Par contre, les années d'âge, c'est tout. Sur Twitter, vous trouvez du moins de 25 ans, vous trouvez du 25-35, vous trouvez des personnes que vous n'avez pas. Il y a vraiment tout. C'est assez homogène dans la répartition des utilisateurs sur Twitter. Par contre, alors on parlait d'éphémère, la durée de vie d'un tweet. À votre avis, ce qu'on appelle la durée de vie, c'est le temps où il peut éventuellement être visible dans un fil d'actu. Ouais, on a un tout petit peu plus, on est sur 10-12 minutes de temps de vie d'un tweet, en moyenne, parce que ça dépend bien évidemment du nombre de personnes que vous avez sur votre réseau. 10 à 12 minutes. Donc, des fois, on pose cette question. Combien de fois il faut poster par jour? Ça dépend des réseaux sociaux. Vous ne postez pas le même nombre de fois sur LinkedIn que vous postez sur Twitter. Et puis sur Twitter, si vous postez une fois par semaine, à 10 minutes de temps de vie de votre tweet, vous n'allez pas être visible quand même. Donc Twitter, c'est tout le temps. Twitter, en général, on considère qu'il faut poster 6, 7, 8 fois par jour sur Twitter à peu près. Voilà. Donc ça nécessite vraiment une gymnastique. Mais ça, on a des personnalités qui le font très bien, des journalistes ou des politiques qui, toutes les 4 minutes, vont mettre un tweet de ce qu'ils sont en train de faire. On pourrait faire un tweet en disant on est en train de faire ça, on est en train de faire une conférence, à la fin j'ai fini ma conférence, j'ai pris un café, de la fin de ma conférence, j'ai remercié. Je pourrais finalement le faire tout le temps. Donc ça, c'est l'utilisation qu'on a de Twitter. OK? Pinterest. Alors, j'adore ce média. J'adore ce média parce qu'en fait, il est très peu utilisé. Il y a très peu de gens qui l'utilisent d'ailleurs. On a des hyper connectés. Pinterest, ça va toucher un peu moins de 30% de la population. Pinterest, c'est vraiment un média sur lequel on trouve énormément de choses. Et là, les consommations sur Pinterest dépendent vraiment de la génération qui va l'utiliser. On sait que, par exemple, l'une des requêtes les plus cherchées par les jeunes générations, c'est comment partir en vacances en étant éco-responsable. Et donc, il faut rechercher plein de choses autour de mieux consommer, des conditions sur l'environnement. Voilà, ils vont utiliser ça énormément pour se renseigner. Ils vont beaucoup se renseigner sur leur éducation, là-dessus, sur les différentes formations possibles. Voilà. Donc, si vous êtes en charge d'un centre de formation, si vous êtes en charge d'une école, vous savez que finalement, aller utiliser Pinterest, ça peut être l'un des super leviers. Donc, c'est un média que j'aime beaucoup. C'est un média dans lequel la régie pub est... ils ne sont pas encore bien au clair. Tout n'est pas quand même hyper facile avec leur régie. Mais en tout cas, ça devient vraiment intéressant. J'ai proposé à plusieurs annonceurs. J'ai 2-3 annonceurs qui sont dessus. Et on a vraiment des résultats qui sont hyper intéressants. Parce qu'on a une visibilité. Et en fait, on a un taux d'attention qui est très fort. Plus fort que sur d'autres réseaux. Ce que j'appelle le taux d'attention, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je précise ça. Ce qu'on appelle le taux d'attention, c'est votre concentration à faire une activité. D'accord ? Aujourd'hui, tout l'enjeu des réseaux sociaux, c'est plus d'être visible. Être visible, c'est hyper facile. Avec les régies pubs, je peux vous rendre visible assez facilement. Tout l'enjeu des réseaux sociaux, c'est de réussir à capter votre attention. D'accord ? J'essaie toujours d'expliquer à mes clients, Facebook, quand vous postez quelque chose, vous êtes au-dessus de la tarte de la grand-mère, en dessous du chat. D'accord ? C'est ça, Facebook. Donc, pour être capable de capter l'attention et de donner quelque chose de vraiment enrichissant, c'est bien compliqué. D'accord ? Le taux d'attention, par exemple, vous êtes tous venus en voiture, vous allez très vite comprendre.
enfin, où la plupart, je pense, sont venus en voiture, en transport en commun peut-être, j'espère. Mais pour ceux qui sont venus en voiture, moi, vous avez écouté la radio. Ok. Eh ben, je suis persuadé qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de me donner le dernier spot radio quand ils sont arrivés sur le parking. Et pourtant, vous étiez venu en voiture et vous avez écouté la radio. Mais en fait, votre taux d'attention était relativement faible. Vous comprenez? Vous voyez ce que c'est que ce taux d'attention? C'est votre capacité à être concentré sur l'activité. D'accord? Un des médias qui est très sollicitant, en tout cas qui est très fort en termes de taux d'attention, c'est le cinéma. Bah, le cinéma, vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre que le film commence. Donc, du coup, vous regardez la pub qu'on vous met. C'est pour ça qu'une pub au cinéma coûte souvent plus cher qu'une pub à la radio, par exemple, parce que le taux d'attention est fort. D'accord? Donc, pour revenir sur Pinterest, quand vous êtes sur Pinterest, vous surfez un peu moins que sur Facebook. Donc, vous avez un taux d'attention qui est légèrement plus fort. Et donc, c'est l'un des médias que j'aime bien lorsqu'on est sur du contenu à valeur ajoutée. Voilà. Quand je précise à mes partenaires qui vont sur Pinterest, je leur propose de vraiment avoir des contenus qui sont vraiment intéressants, qui sont riches. Voilà, quand on est sur, par exemple, une école, on revient sur ça. Ça va? Alors, l'algorithme de Pinterest est assez spécifique puisqu'en fait, il fonctionne énormément avec des tags et des recherches. En fait, vous n'avez pas un fil d'actualité un peu type comme Facebook. Vous savez, Facebook, finalement, alors ils ont un algo qui va faire en sorte que vous avez un ordre dans les publications. C'est pareil sur Pinterest. Mais par contre, Pinterest est très lié à vos centres d'intérêt, à ce que vous avez épinglé. Donc, on a une durée de vie qui est beaucoup plus longue. Et de nouveau, avec la régie publicitaire, on arrive à vous remonter assez facilement dans les fils d'actu. Donc, c'est vraiment plus long terme. On a une utilisation qui est plus longue sur Pinterest. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. La plus grosse partie, c'est les millennials. Millennials, on parle à peu près à tout le monde. De la génération millennials, on appelait ça les générations Y. Ouais, c'est les entre 80 et 85, c'est les 20-40 ans, pour faire très simple. D'accord? Donc ça, c'est eux qui utilisent le plus Pinterest. Un réseau qui est... ah oui, c'est une particularité que je vous dis quand même. Près de 70% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes. Voilà. Mais, dans les dernières années, si je prends 2020 et 2021, le taux de création de comptes est à 48% masculin. C'est-à-dire que si on prend que les créations de comptes en 2020 et 2021, il y a à peu près la moitié de créations de comptes qui sont liées aux hommes et donc liées aux femmes. Et donc le taux d'utilisation, qui est de 70%, est en train de se réduire. Donc on est en train de lisser vers une homogénéisation de la plateforme. Mais pour l'instant, ça reste un petit peu plus féminin. Instagram, d'ailleurs, un peu plus féminin aussi. Instagram, je crois que c'est 54-56% de femmes, je crois, sur la plateforme, à peu près. Et ça, super outil. Super outil pour toutes les personnes qui font, vous savez, ce qu'on appelle le social selling. C'est vraiment un des outils intéressants. LinkedIn, c'est le réseau pro. Je pense que tout le monde connaît, je pense qu'à peu près tout le monde est dessus. On a sur une moyenne d'âge, je crois que la majorité, c'est du 25-35 ans. Je crois qu'on a plus de 55% des utilisateurs qui sont à 25-35 ans. Je crois qu'on doit être à peu près 30% des utilisateurs c'est ça, voilà, 21% qui sont entre 35 et 55 ans. Donc, en gros, quand on prend le 25-50 ans, on a 70% des utilisateurs. Alors, LinkedIn, c'est aussi très lié forcément à... ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Ça a commencé historiquement beaucoup avec le marketing, la com, tout ce qui était l'économie, tout ce qui était lié à des secteurs plutôt de services, plutôt du tertiaire. C'était plutôt des cadres au début dessus. Et puis finalement, on retrouve un petit peu tout le monde de plus en plus sur ce réseau-là. C'est un réseau qui est hyper intéressant. Cette fameuse influenceuse dont je parlais pour Instagram m'a dit, c'est un réseau de commerciaux. Vous avez tout un tas de commerciaux qui sont sur ça. Alors d'ailleurs, il y a une très grande étude qui a été menée par un cabinet spécialisé en chasse, donc en démarchage commercial, qui disait qu'il y a beaucoup de jeunes commerciaux qui croient que parce qu'ils ont ouvert un compte Facebook et qu'ils font un message en inbox, ils vont réussir à vendre des choses. C'est un formidable outil, mais si on a des dirigeants commerciaux dans la salle, ils savent que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et que malheureusement, s'il suffisait de faire ça pour réussir à vendre nos produits et nos services, ça serait super sympa. Mais en tout cas, c'est un formidable outil que je vous recommande aussi beaucoup. Ouais, donc c'est essentiellement lié au B2B. Ah oui, il y a une étude qui a été menée, et là, c'était vraiment, vraiment intéressant, puisqu'on est à plus de 40% des décideurs B2B qui ont déclaré, alors on fait attention, c'est du déclaratif, hein, donc le problème du déclaratif, c'est que c'est jamais extrêmement fiable, mais on a plus de 40% des décideurs B2B qui ont déclaré avoir à un moment donné fait un acte d'achat suite
à une information qu'ils avaient trouvée dans LinkedIn. Un démarchage direct, une pub, une info qu'ils ont lue. Alors, donc finalement, c'est quand même l'un des outils qui est hyper performant dans ce domaine-là. D'accord? Et puis, vous vous doutez bien, il y en a un que je n'ai pas mis. Ah ouais. Ah oui. Alors là, question. Pareil, qui utilise? Ah, moi. Ah, sur TikTok. TikTok. TikTok, alors c'est un réseau, c'est un ovni. TikTok, c'est un ovni. Créé en Chine en 2016 de mémoire. Ça n'a pas très bien marché à ses débuts. Et est arrivé le confinement, et là. Et là. Alors, je discutais avec quelqu'un et on parlait de ça, de TikTok, quelqu'un de chez moi, et puis je me disais, je ne dois pas être un super investisseur. Parce que le mec qui serait venu me voir en me disant, j'ai une super idée, je vais te mettre une chanson et tu vas te filmer en train de chanter dessus. Ah, j'aurais quand même pas investi toutes mes économies dans le truc là. Voilà, après, eh ben, mine de rien. Eh ben, mine de rien. Alors, TikTok, c'est assez compliqué d'avoir les chiffres parce que vous doutez bien, pour préparer ça, j'ai voulu aller chercher tous les chiffres de ce qu'on peut avoir. Je répète, TikTok est un réseau chinois. En termes de chiffres, c'est quand même pas le truc le plus ouvert. Donc, c'est assez compliqué d'avoir quelques données précises sur l'utilisation de TikTok. La seule chose qu'on sait, c'est que dans les chiffres de 2019, TikTok était très, très, très lié aux jeunes générations. C'était des moins de 18 ans. Plus de 60% des utilisateurs étaient en moins de 18 ans. C'était très lié aux jeunes générations. Par contre, on fait très, très attention à ça. 2020-2021 a vu l'apparition de comptes avec des personnes beaucoup plus âgées que ces jeunes-là. Et donc, on pense qu'il y a à peu près 20% des utilisateurs de TikTok qui ont plus de 40 ans. Donc, en fait, même si votre cible est un petit peu plus âgée, TikTok peut être l'un des outils vraiment intéressants. Et ça, TikTok, c'est un ovni. C'est un ovni parce qu'il touche que 20% de la population. Mais TikTok, il va toucher surtout 80% des jeunes utilisateurs. TikTok chez les jeunes, c'est indispensable. TikTok, vous voyez un peu ce que c'est. TikTok, c'est des vidéos 10 à 60 secondes, hyper addictifs. TikTok, vous y allez pour regarder une vidéo. 2 heures après, vous êtes à la bourse sur votre rendez-vous, vous n'avez rien fait de la matinée. D'accord? Ça, c'est TikTok. Parce que vous avez regardé des vidéos. C'est des vidéos hyper addictives sur lesquelles on voit tout. Attention, c'est pareil, on y voit plein de choses. Mais de la musique avec des images sur du format vertical. Ça, c'est TikTok. C'est un ovni. C'est en 2021 la 7e app la plus téléchargée de l'App Store. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Ils ont d'ailleurs, chez les générations Y, ils sont rentrés dans le top 3 des applis utilisées. C'est vraiment un ovni. C'est vraiment un ovni. La régie publicitaire est en train d'exploser. C'est vraiment quelque chose sur lequel, si jamais, et peu importe votre secteur d'activité, peu importe l'âge de vos utilisateurs, je vous invite à faire attention à ce réseau-là. Je vous invite à veiller. Je ne dis pas qu'il faut y aller. Je dis juste que dans votre veille, c'est nécessaire de les mettre. Parce que c'est devenu tellement un ovni que moi, je vais les surveiller. Je suis obligé de les surveiller. Quelqu'un qui arrive aussi fort, aussi vite pour toucher autant de monde, à un moment donné, il va falloir penser. Et surtout, n'oubliez pas quelque chose. TikTok, en fait, est en train de révolutionner l'ensemble des réseaux sociaux. TikTok est arrivé avec ses séries de vidéos courtes. Instagram a lancé les Reels. Parce qu'il fallait concurrencer. D'accord? YouTube, dans son algo, est en train de favoriser les vidéos courtes. Alors que c'était l'inverse depuis très longtemps. Et donc, en fait, ils sont en train de bouleverser notre façon de consommer de la vidéo. Et avant, on disait toujours, pendant des années, j'ai dit à mes clients, quand on fait une vidéo longue, vidéo qui nous plonge dedans, un jour, je vais voir, oubliez tout. Vidéo très courte. Il dit, tu fous, la semaine dernière, j'ai dit, oui, mais écoute, ça change. Oublie, change. D'accord? Parce que c'est ça la vérité. Aujourd'hui, les vidéos sont extrêmement courtes. Et c'est d'ailleurs super, c'est surprenant, parce qu'on a vu un paradigme là qui s'est posé. Avant, la vidéo courte, c'était la télé. Les spots de 30 secondes. Vidéo très courte. Maintenant, la télé fait des vidéos de plus en plus longues. Et les réseaux sociaux qui étaient avec des formats longs deviennent sur des vidéos de plus en plus courtes. Donc, on a inversé complètement ça. Donc, la télé devient avec des vidéos de plus en plus longues et les réseaux sociaux des vidéos de plus en plus courtes. Donc, TikTok, vraiment intéressant. Toute cette étude-là, tout ça,
C'est une étude que j'ai sortie de Digital 2022. Je vous enverrai le lien si vous voulez. Vraiment, l'étude, elle est hyper intéressante. Oui. Ah. Alors, c'est une très bonne. Twitch n'est pas encore dans ça, puisqu'ils vont capter à peu près 10 ou 12% de l'audience française. Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Twitch est un réseau qui permet en fait de suivre en direct des lives. Voilà, c'est du live streaming, c'est un outil formidable. Par contre, ça capte 10 à 12% de l'audience française, donc il n'est pas encore dans ce classement-là, mais c'est l'un des véritables réseaux sociaux qu'il faut suivre. D'ailleurs, l'une des tendances que je ne vous ai pas mis dans les 5 cartelières, mais que vous pourriez garder, c'était cette volonté de live streaming. En fait, on vient quand même de passer pendant 2 ans une crise sanitaire qui n'était pas facile. On a envie de retrouver le contact humain. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a une distance, finalement, quelque part. On a des écrans entre nous. Eh bien, le live est l'un des formidables outils pour finalement briser cette distance-là. Et donc, tous les outils de live streaming sont des formidables outils. YouTube, qui permet de faire des lives, Facebook, qui permet de faire des lives. D'ailleurs, un live sur Facebook a une viralité beaucoup plus forte que si vous importez une vidéo. Donc, si vous voulez avoir de la visibilité, plutôt que d'enregistrer une vidéo et de la diffuser sur YouTube ou sur Facebook, il vaut mieux utiliser leur version native. Voilà. Et donc, on a des réseaux comme ça d'instantanéité, de live streaming qui sont vraiment importants, mais ils touchent pour l'instant une audience un peu faible. Ils ont été lancés, pour ceux qui savent, c'est très lié au gaming. Donc, en fait, on regarde les gens jouer. Il y a quelques temps, il y a à peu près 1 an, je vais dans une salle où j'ai mes devs, et je chope mes devs, et je me dis, mais vous faites quoi? Ils sont en train de manger, comme ça. Il me dit, bon, regarde un gars jouer. Et vous êtes en train de regarder un gars qui joue lui-même à la console. Ouais. Je dis, pourquoi vous ne jouez pas vous? Il dit, non, parce qu'on le regarde lui. Et je me suis dit, alors, sur le coup, je me suis dit 2 choses. Je me suis dit, je suis vraiment en train de vriller du mauvais côté de la barrière. Je commence à être déconnecté du truc. Et la deuxième, je me suis dit, mais c'est irréel ce truc-là. On regarde un gars jouer. Et là, en une phrase, il m'a couché. Il me dit, bah vous regardez bien un mec courir au foot? Bah, c'est pas plus bête que vous pourriez jouer au foot. Oui. Bah, vous le regardez? Oui. Bah, moi, je le regarde jouer à la console. Je vous avouerai que pourtant, j'ai une grande répartie, mais là, j'étais un peu court. Donc, voilà. Mais c'est comme ça qu'est né Twitch. Et donc, c'est un outil vraiment intéressant aussi. Est-ce que ça va sur ça? Ouais. Quelques infos, quelques indices sur les plateformes? Oui. La question pour toutes les personnes qui nous écoutent en distanciel, c'était, avec les réseaux sociaux, du coup, on a bien vu un manque d'attention. Et donc, quelqu'un qui souhaiterait communiquer sur un temps long, plutôt 3 minutes, alors déjà, on est en train de se dire temps long, 3 minutes. Hein, on va déjà relativiser le truc. Mais quelqu'un qui voudrait communiquer sur une vidéo de 3 minutes, est-ce qu'on peut encore le faire? Et si on le fait, sur quelle plateforme, finalement, pour savoir ça? Alors, c'est une vraie question. C'est une question qui est une des tendances de l'année dernière, c'était le snacking. On veut consommer hyper court. Alors là-dessus, les Chinois, ils ont 10 ans d'avance. Les réseaux sociaux en Chine, vous allez en Chine, vous ouvrez les réseaux sociaux, c'est une photo, une phrase. Je ne sais pas, il n'y a rien de plus. Une photo, une phrase. Vous ouvrez, vous prenez une info, vous sortez. D'accord? Et donc, on a, effectivement, vous l'avez dit, cette tendance à avoir des contenus de plus en plus courts. Il y a une super stat. Les vidéos de plus de 30 secondes, elles ne sont pas lues jusqu'à la fin. Voilà, plus de 30 secondes sur les réseaux sociaux, c'est pas lu jusqu'à la fin. Ah, vous avez quelques pourcentages. En général, à mes clients, je leur dis, il y a 2 personnes qui vont la regarder, vous et moi, parce pour assurer qu'il n'y a pas de message à la fin. C'est à peu près ça. Donc, ouais, une vidéo longue, en ce moment, c'est très compliqué sur les réseaux sociaux. On est là-dessus. Alors, attention, là, je vais sortir du cadre de la présentation des tendances et je vais mettre un petit peu sur un aspect sociologique. Effectivement, ça nécessite, du coup, on devient avec des temps d'attention qui sont extrêmement courts. On n'arrive plus à se concentrer. On n'arrive plus à demander à quelqu'un d'être concentré longtemps sur une activité.
avec toutes les dérives qu'il peut y avoir. Alors, je ne suis pas sociologue, donc je ne me permettrai pas de rentrer sur ce sujet-là, mais en tout cas, oui, on a un taux d'attention qui est en train de faiblir sur les jeunes générations. On a un taux d'attention sur les réseaux sociaux qui est extrêmement compliqué, et c'est ce que je vous disais. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de publier. Publier, on peut publier. C'est d'être entendu. C'est d'être capable de capter l'internaute. Voilà. On sait qu'il y a 80% des vidéos qui ne dépassent pas 3 secondes dans la lecture. On va arriver, on va regarder les 2-3 premières scènes, puis on va partir. Je sais que dans la salle, il y a des personnes qui font de la vidéo. Un de leurs enjeux, c'est ça. Moi, quand on travaille avec des boîtes de prod, je leur dis, vous avez intérêt à ce que les 2 premières images, elles mettent scotcher le mec. Hein. Voilà. Et en plus, et je vais même aller plus loin, aujourd'hui, le niveau d'exigence dans la vidéo, il a super augmenté. Aujourd'hui, j'ai encore des clients qui me disent ouais, mais j'ai un iPhone, je vais pouvoir le faire. On va se détendre. Hein. Le niveau d'exigence de la vidéo aujourd'hui, c'est un générique de Netflix. Hein. Et oui, hein, vous ouvrez la télé, c'est Netflix que vous voyez. Hein. Donc vous, si demain vous faites un truc qui n'est pas du niveau de Netflix, votre internaute, il va se dire, c'est bricolé ça. Ah oui, si vous savez pas s'il y a des étudiants à la salle, vous ne savez pas dans quoi vous reconvertir, le média, hein. La production audio, la production de contenu sur les réseaux sociaux, allez-y tout de suite. Allez-y tout de suite. Enfin, vous êtes déjà peut-être même un peu en retard, mais ouais, pour répondre à votre question, un temps de 3 minutes, extrêmement compliqué. Alors, il y a des réseaux qui sont plus propices à ça. On sait que YouTube, sur certains formats, on peut y aller sur certains types de vidéos. On sait que Pinterest, on va pouvoir y aller aussi. On sait que le taux d'attention sur LinkedIn est plus long parce qu'en fait, on y va moins souvent, mais on est un petit peu plus longtemps connecté. Voilà, si vous me dites 3 minutes sur TikTok, bah déjà, vous ne pourriez pas l'uploader, donc c'est réglé. Et non, ouais, c'est très compliqué. Oui. Ouais, 10 minutes, ouais, ils ont fait. C'est vrai qu'en plus, j'ai fait une activité, ouais, ils ont augmenté à 10 minutes. Ouais. D'ailleurs, par contre, j'ai pas j'ai pas le taux de lecture sur les longues vidéos. C'est un chiffre qui ne communique pas parce qu'ils ont augmenté effectivement le temps de leurs vidéos. Par contre, depuis cette actu qui est sortie là, je cherche en fait le taux de lecture des vidéos de plus de 5-6 minutes. Mais ils ne communiquent pas dessus. Parce que si effectivement ils ont ouvert le fait qu'on puisse mettre des vidéos de 10 minutes et que personne ne les regarde, voilà. Mais oui, effectivement, c'est une bonne réflexion. Alors, on parle un peu des tendances. Maintenant qu'on a fait un panorama, maintenant que vous maîtrisez les réseaux par cœur, que vous avez tout téléchargé, j'ai vu des dizaines de téléchargements de TikTok là en live, et ben on va essayer de parler de quelques tendances. Alors, je vous disais, il y en a plein. Très franchement, il y en a plein. Et vous pourriez inviter 10 responsables marketing et ils vous donneraient chacun 10 tendances qui leur sont propres. Moi, je vous ai donné celles qui, pour moi, sont vraiment importantes à suivre. Voilà, elles n'engagent que moi, bien évidemment. J'ai essayé de faire des choses qui soient accessibles à tout le monde. Et c'est celle que je vais vous proposer ce matin. Ça va? La première, ça, c'est l'une des choses qui, pour moi, arrive de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le social selling. Oui, on a plein de mots comme ça pour dire des trucs compliqués. Ça veut dire vendre sur les réseaux sociaux. C'est plus que ça. Mais vous imaginez bien, au prix où je vends ça à mes clients, que je peux quand même mettre un peu d'anglais. Ça fait toujours bien. D'accord? Ouais, c'est quand même plus intéressant. Après, je leur explique ce que je fais et ils disent ah, t'exagères. Donc, du coup, je le laisse en anglais. Social selling. Alors, c'est quoi le social selling? Le social selling, c'est la capacité en fait à vendre. C'est la capacité à vendre à travers les réseaux sociaux. Et là, vous avez 2 façons de faire du social selling. La première, c'est de vendre directement depuis les réseaux sociaux. Depuis des années déjà, quand vous avez un site e-commerce, vous pouvez importer vos catalogues sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous pouvez le faire, sur Instagram, vous pouvez commander. Vous savez, des fois, vous pouvez identifier, vous avez quelqu'un qui est en train de présenter, une bêtise, un sac, une voiture, enfin, une voiture, ça se voit encore un peu pas bien sur Instagram, mais un produit prêt à porter, vous pouvez aller identifier directement le produit sur le compte Instagram. Formidable, c'est formidable. J'ai amené un de mes clients qui vend des spiritueux. Alors, c'est un peu compliqué de vendre des spiritueux sur les réseaux sociaux, mais on est en train tout doucement d'y aller. C'est formidable. Alors oui, parce que c'est compliqué avec la loi E20. Je ne peux pas faire tout ce que je veux dans ce domaine-là. Mais par contre, c'est un formidable outil pour aller commercialiser. Alors, on peut commercialiser en direct, parce qu'il y a certaines plateformes qui le font, mais on peut aussi commercialiser de manière indirecte. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir
une stratégie de vente à travers les réseaux sociaux qui amène vers un site qui vous permettrait de prendre rendez-vous, par exemple. Le social selling, ce n'est pas uniquement vendre en direct sur les réseaux sociaux. Ça peut être mettre en place une stratégie qui génère des leads qualifiés qui vous permettraient demain d'avoir des rendez-vous qui vous permettent d'avoir un client. D'accord? Donc ça, c'est toutes ces stratégies de social selling. C'est vraiment l'une des choses qui est en train d'éclater. En 2021, on n'a jamais vu autant de gens qui ont consommé à travers les réseaux sociaux, et notamment pour une raison très simple, c'est qu'en fait, l'avènement du mobile, de plus en plus de gens, on l'a vu depuis quelques années, utilisent leur mobile. Mais aujourd'hui, on est passé à plus de 25% des internautes qui sont capables de payer avec leur mobile. Avant, c'était un frein. Payer avec le mobile, c'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, vous payez avec le mobile sans aucun problème. Qui fait du drive? Voilà. Vous payez quoi? Vous faites du drive, vous payez avec votre mobile. Donc en fait, on a plus cette inquiétude de mettre sa carte bancaire sur un mobile. Donc, de plus en plus de gens qui utilisent les réseaux sociaux, de plus en plus de gens qui utilisent leur mobile, de plus en plus de gens qui ont pris l'habitude de payer à travers le mobile. Vous avez compris qu'une des tendances qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce que je ne peux pas distribuer mes produits et mes services à travers les réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est une vraie grande tendance que je vous invite à suivre sur la première. Très lié quand même au B2C. Pas se tromper. Vous travaillez dans l'industrie, vous vendez de l'ingénierie technique. Ça ne se voit encore pas bien sur Instagram, par exemple. D'accord? Mais pourquoi pas? L'influence. Alors, c'était déjà une tendance en 2020, c'était une tendance en 2021, mais alors là, tout a éclaté cette année en 2020, en 2022. Enfin, ce qui va éclater, à mon avis, en 2022. Le marketing d'influence, c'est comment je peux, finalement, aller faire recommander mon produit par des tiers de confiance. D'accord? C'est ça le marketing d'influence. Alors, on fait très attention là-dedans. C'est souvent un terme qui n'est pas hyper bien compris. Souvent, quand on me dit marketing d'influence, on pense influenceur, influenceuse. Ce n'est pas que ça. Le marketing d'influence, ce n'est pas qu'un influenceur ou une influenceuse qui va recommander un produit. Le marketing d'influence, c'est l'utilisation de toutes les techniques qui permettent finalement d'aller inciter un internaute à aller consommer vos produits ou vos services. D'accord? Les avis clients, c'est le marketing d'influence. Ah oui, puisque finalement, quelqu'un qui va... Il y a un super stat, je la donne toujours sur les avis clients. J'adore cette stat. Sur les avis clients, 72% des internautes considèrent qu'un avis est ou faux ou modéré par le site Internet. 72%. 69% ont déclaré l'avoir lu avant leur achat. Comme les horoscopes. Personne n'y croit, tout le monde les lit. Donc, si vous posez aussi la question de s'il faut mettre des avis clients ou des témoignages sur votre site, oui, on met des témoignages sur son site, on met des avis clients, parce que les gens vont le lire. D'accord? Ça, c'est du marketing d'influence. D'accord? Et en fait, pourquoi ça s'explose? Pourquoi c'est pour moi une des tendances? En fait, c'est l'une des tendances pour plein de raisons. La première, c'est qu'en fait, on l'a dit, on a un taux d'attention qui est de plus en plus faible. D'accord? On a dit aussi quelque chose, et ça, c'est extrêmement compliqué. Vous allez voir que ça va être l'une des ouvertures. Vous avez tous suivi les problématiques qu'on a maintenant sur la récupération de données, sur le traitement de la donnée. D'accord? Avec le fameux RGPD qui est arrivé en 2018, qui a permis en fait de comprendre. Alors en fait, le RGPD, dans le fond, n'a pas changé grand-chose. Il y avait déjà un règlement de protection de la donnée qui datait de 1995. Il y a deux choses essentiellement qui ont changé. La responsabilité est passée chez les marques. C'est plus la CNIL, vous n'avez plus besoin de demander l'autorisation. Il faut simplement s'assurer que vous traitez bien la donnée. Et la deuxième chose, c'est le montant de l'amende. Voilà. Avant, c'était plafonné à 150 000 euros. Quand vous appelez Google, 150 000 euros, ça passe en perte et profit. Donc là, ils ont augmenté ça. D'accord? Mais finalement, ça a servi quand même à quelque chose. Ça a permis aux gens de se rendre compte de comment la donnée était utilisée. La donnée sur vous. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'info qu'on a sur vous. On peut savoir si vous êtes en emploi, sans emploi, quel type d'emploi, depuis combien de temps, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez, où est-ce que vous allez au cinéma, qu'est-ce que vous regardez quand vous allez au cinéma, qu'est-ce que vous mangez avant d'aller au cinéma, qu'est-ce que vous faites après être sorti du cinéma. On a tout sur vous. Et le plus drôle, c'est que c'est vous qui me le donnez. Donc, c'est quand même formidable. D'accord? Notamment avec ce qu'on appelle l'utilisation des cookies tiers. Vous voyez ce que c'est des cookies tiers?
Un cookie, c'est une petite ligne de code qu'on met sur votre navigateur. D'accord? Donc, qui me permet, moi, si vous allez sur mon site internet, en fait, je vais déposer un cookie sur votre navigateur, ce qui me permet de savoir que vous êtes venu. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu d'infos, ça me permet de suivre un peu, ça me permet de comprendre un peu votre navigation. D'accord? Le cookie tiers, c'est celui qui va vous chercher dans d'autres applications. C'est-à-dire que ce n'est plus le propriétaire de l'application qui va vous chercher sur sa propre appli, il va vous chercher sur d'autres applis. D'ailleurs, si vous êtes utilisateur iPhone, vous avez vu qu'il y a des messages qui ont apparu depuis quelques mois sur lesquels on vous demandait si vous acceptiez que l'appli suive vos données lorsque vous utilisez d'autres applis. Ça, c'est ce qu'on appelle les cookies tiers. Oui, parce qu'avant, vous fermiez l'appli, mais on vous suivait quand même. On savait à peu près tout ce que vous faisiez. D'accord? Donc ça, vu qu'il y a cette disparition-là, on a une donnée qui est moins granulaire, on a une donnée qui est moins fine. Les grands annonceurs, en tout cas c'est l'une de leurs tendances, ont du mal à vous cibler. Non, vous ciblent un peu moins précisément. Et donc, en fait, on considère que la pub est de moins en moins bien adressée. D'accord? Qui parmi vous a regardé une pub sur Facebook? Qui a cliqué sur une pub sur Facebook? Ouais, un peu? Ouais, pas beaucoup, hein. 2, 3. On clique rarement sur une pub sur Facebook. D'accord? Et donc, moi, je suis une marque. Je vous disais, moi, mon job, c'est d'accompagner les marques sur les réseaux sociaux. Mais si personne clique sur les pubs, bah, vous doutez bien que je ne vais pas leur dire, faites une pub. Alors si, pour la notoriété, il y a plein d'avantages. Mais par contre, on n'est jamais aussi confiant que quand le produit et le service est recommandé par un ami. Si je vous dis, vous pouvez aller manger dans cette pizzeria, elle est top, bah, vous allez y aller parce que vous faites confiance à la personne qui vous recommande. Ça, c'est le principe de l'affluence. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'UGC, donc c'est le contenu généré par les utilisateurs à travers vos produits et vos services, est un formidable outil. Retenez ça, UGC. Plutôt que vous fassiez, vous, une pub, faites faire une pub par l'utilisateur de vos services. Clientèle. D'accord? À l'inverse, plutôt que de dire, moi, chez Webedi, c'est génial, on est super fort, on met plein de mots anglais, on comprend tout. Si je vous dis ça, vous allez me dire, ouais, ok, c'est pas très objectif quand même comme point de vue. Pas faux. À l'inverse, si c'est l'un de mes clients qui vous dit, franchement, c'est top, et qu'en plus c'est un ami à vous, que vous connaissez, que vous partagez le même cercle de valeurs, et qui vous dit, tu peux y aller, franchement, c'est top. Ah, là, sa parole, elle a plus de poids. D'accord? Donc, il vaut mieux lui faire créer, lui, un contenu à propos de vous, que vous créez le même contenu. D'accord? Ce qu'on appelle le l'UGC. User Generated Content. Oui. Alors, c'est une question qu'on pose souvent, elle est intéressante. La question pour notre mission Zoom, c'était, je parle de quelque chose avec quelqu'un et à un moment donné, je le vois sur les réseaux sociaux. Je vais dédramatiser, il y a un mythe, on ne vous écoute pas, on ne vous filme pas. Voilà. C'est simplement en fait un biais cognitif. C'est-à-dire que souvent les gens me disent, ah tu vois, avec des amis, j'ai parlé de vacances aux Caraïbes, et ben, je te jure, le lendemain matin, il y avait des vacances aux Caraïbes sur l'ordinateur. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que votre cerveau, aujourd'hui, n'a pas la capacité d'aller traiter toutes les infos qu'on lui donne. Donc, en fait, votre cerveau, de manière inconsciente, va éliminer les infos. En tout cas, ne va pas la ramener à votre conscient. Par contre, quand vous évoquez quelque chose, vous donnez l'info à votre cerveau que, tiens, ça, c'est une info importante. Donc, dès que vous croisez ça, vous allez en fait, il va arriver à votre conscient et donc vous avez l'impression de le voir partout. La chose la plus flagrante, vous voulez changer de voiture. Vous voulez changer de voiture, vous avez repéré une voiture. Et ben, vous allez la voir partout dans la ville. D'accord? Bon, ça m'a fait le cas quand, avec la mère de ma fille, quand j'ai eu ma fille. Quand j'ai appris que ma compagne était enceinte, j'ai vu des femmes enceintes partout. Je vous garantis, il n'y a pas eu de pic de natalité à ce moment-là. Vraisemblablement, ça devrait partout. Mais c'est simplement que comme mon cerveau avait compris que pour moi, c'était une info importante, il a eu tendance à plus me le révéler. Voilà. Donc, du coup, c'est juste que votre cerveau fait plus attention. Voilà. Alors après, je ne suis pas dans le secret des dieux. Est-ce que Google Home vous écoute? J'ai envie de dire, on lit bien vos SMS. Du coup, enfin, on lit tout ce qui est dans les apps de messagerie. Tout est enregistré aujourd'hui. Après, en fait, j'ai un doute sur la capacité technique. Très, très franchement, c'est-à-dire que je pense que oui, c'est faisable.
Parce que très concrètement, en fait, tous les messages que vous échangez sur les messageries, ils sont interceptés et ils sont stockés. Donc, on pourrait très bien savoir ce que vous échangez. La problématique, c'est que techniquement, la capacité d'extraction d'une donnée brute, parce que c'est une donnée brute, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conceptualisée, en termes informatiques, il faudrait, même avec leur capacité informatique, je ne suis pas sûr qu'ils aient aujourd'hui les moyens techniques de le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas une volonté. Ouais, avec tout l'IA qu'on y met dedans, mais l'IA, ça consomme une ressource. Alors en fait, il y en a beaucoup qui croient aux ordinateurs quantiques pour faire ça. Mais aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, ils font des calculs, quoi. Donc, je ne dis pas que ça ne va pas vite, hein, mais en tout cas, voilà. Pour nous centrer, l'une des tendances, c'est l'influence. Vraiment, vraiment, vraiment. Et attention, de plus en plus, la micro-influence, hein, voire la nano-influence. D'accord ? Aujourd'hui, les très grands influenceurs, ceux qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur leur compte, on considère qu'ils sont très déconnectés de leur cible. Donc, ils ont un taux de pénétration du marché, ils ont un taux finalement de vente qui est extrêmement faible. Alors, en termes de notoriété, c'est toujours intéressant, mais moi, je préconise à mes clients plutôt de travailler sur de la micro-influence. Il vaut mieux prendre des gens qui ont 5 à 10 000 abonnés, mais d'en prendre 10 ou 15 ou 20, plutôt que d'en prendre 1 à 100 000. Voilà, ils sont plus proches de leur cible. D'accord ? Ça, c'est de l'influence. Et gardez en tête du GC. Ça va ? Comment vous parler des tendances sans vous parler de TikTok, hein ? On a déjà beaucoup évoqué ça, mais je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à surveiller. C'est plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. 5 ans. C'est juste, je vous disais, c'est un ovni. C'est hyper addictif. Le taux d'utilisation, il est énorme. Je vous disais, vous y allez pour 4 minutes, vous restez 2 heures. Enfin, c'est vraiment, si vous n'êtes pas, n'y allez pas. vous allez perdre l'après-midi. C'est pour moi vraiment, vraiment quelque chose à suivre. Avec une très grosse particularité, c'est très compliqué, c'est le contenu. Le contenu vidéo sur un format vertical, très divertissant, très fun. Enfin, je veux dire, c'est pas hyper pratique d'aller créer du contenu sur TikTok. Alors, vous avez des boîtes qui sont spécialisées dans la création de contenu, qui font ça très, très bien. Mais c'est, voilà, si vous y allez, il faut vraiment que ce soit réfléchi, il faut que ce soit vraiment... N'y allez pas pour mettre une image statique, quoi. J'ai vu. Plateforme de vidéo. Image statique. Peut-être que ce n'est pas le bon choix. D'accord ? Donc, voilà, ça c'est important. Et puis, alors là, comment faire des réseaux sociaux aujourd'hui sans parler de vidéo ? C'est juste illusoire. C'est illusoire. On ne peut plus être sur les réseaux sociaux aujourd'hui sans faire de la vidéo. C'est impossible. La vidéo, c'est le support le plus utilisé en social. C'est le plus utilisé. D'accord ? Alors, la vidéo, on l'a dit, de plus en plus courte. D'accord ? Ça, c'est vraiment la clé. Et surtout, de plus en plus qualitative. Ça, c'est vraiment important. C'est le support qui a le plus gros taux d'engagement en social. Voilà. Quand vous êtes sur les réseaux, c'est celui qui a ce qu'on appelle le taux d'engagement. Vous savez, c'est le j'aime, je commente et je partage. On a ce qu'on appelle les interactions faibles, c'est j'aime par exemple, et ce qu'on appelle les interactions fortes, commenter ou partager. D'accord ? C'est le plus gros taux d'interaction, c'est sur des vidéos. D'accord ? Et encore plus, alors oui, la vidéo, quand elle est utilisée de manière native, c'est-à-dire que Facebook va offrir de la viralité à une vidéo que vous avez chargée sur Facebook. YouTube va offrir de la viralité à une vidéo que vous avez chargée sur YouTube. Mettez un lien YouTube dans Facebook, c'est pas des masses quand même. De quoi ? Exactement. En fait, ça va être un lien, vous allez sortir pour un peu qu'il y ait un problème de réseau, l'internaute, il ne va plus rien, bon, il va tout couper. D'accord ? Oui ? Oui ? Alors, en fait, LinkedIn est de plus en plus en train de se mettre à la vidéo. Donc, dans leur algo, de plus en plus, ils n'aiment pas qu'on sorte. En fait, c'est très simple à comprendre. Pourquoi ils n'aiment pas que vous chargiez une vidéo d'une autre plateforme ? Parce que si vous cliquez dessus, vous sortez de leur plateforme à eux.
Alors que leur objectif est de vous garder le plus longtemps possible. Donc, vous comprenez bien qu'ils vont favoriser les outils natifs chez eux. Ça va? Donc, du coup, effectivement, c'est… alors après, attention, ça dépend comment on le poste, ça dépend de plein de choses, hein, ça dépend du format. On peut très bien le faire si on met une belle image qui redirige, mais gardez le principe que, même un lien d'ailleurs, un lien qui fait sortir d'une plateforme a moins de viralité qu'un lien qui fait rester sur la plateforme. Voilà. Vous voulez écrire un contenu, il vaut mieux utiliser la partie blogging de LinkedIn, la partie des articles, et finalement rediriger dessus. Voilà. Si vous voulez garder l'internaute. Mais alors après, attention, voilà, il n'y a pas de vérité, mais globalement, gardez que les vidéos sous format natif. D'accord? Alors, ça pose un vrai problème. Avant, c'était facile. Avant, je mettais sur YouTube, je diffuse à peu près partout, puis comme ça, toutes mes vues étaient comptabilisées au même endroit. Donc moi, en termes de marketing, pour savoir à peu près, en termes de com, pour savoir combien de personnes j'avais touché, c'était facile, j'avais un support. Alors, le problème, c'est que maintenant, j'ai 4 supports. En plus, ce n'est pas les mêmes formats. Il y en a qui sont plutôt en story, donc du coup en vertical. Il faut que j'agrège tous les contenus, mais en agrégeant, il ne suffit pas de faire des calculs. Je ne peux pas dire j'en ai 17 qui ont vu là et 32 qui ont vu là. Parce qu'en plus, il n'y a pas le même taux de lecture sur les vidéos. C'est devenu une catastrophe maintenant sur les vidéos. Mais l'outil le plus intéressant. D'accord? Et on garde en tête que des contenus de qualité. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Vous avez des super boîtes de prod, vous en trouvez plein, il y en a dans la salle qui produisent des vidéos. Maintenant, c'est devenu hyper accessible. Avant, quand on faisait un tournage, c'était très lourd, mais maintenant, on peut accéder à des productions qui sont vraiment accessibles. Donc ça, je vous le conseille. Vaut mieux moins produire, mais produire plus qualitatif. Je vais te donner un chiffre. Tout à l'heure, on parlait. Vous me demandez si on peut mettre des vidéos de 3 secondes, de 3 minutes. Oui, techniquement, vous pouvez. Si vous voulez qu'elles soient lues, je vous le déconseille. Mais voilà, plus de 85% des gens vont pas au-delà de 30 secondes. D'accord? Regardez, et faites un test, vous mettez une vidéo sur Facebook, par exemple, puis vous pouvez la promouvoir un peu, vous achetez un peu d'espace dessus, puis vous regardez quel est le taux de lecture de la vidéo. Alors, en général, le taux moyen, 2-3 secondes. Voilà, donc, si vous avez un message à faire passer, 3 secondes de… Oui. Il y a une grande phrase en marketing depuis quelques temps, en com digital, qui dit « l'audience ne fait pas les ventes ». Et ça, c'est vraiment important. Parce que avoir de l'audience, si in fine, elle ne convertit pas, elle ne sert pas à grand-chose. Alors après, il y a une autre problématique, qui est que si personne n'y va, ou si j'ai 0,002% de gens qui vont jusqu'au bout, je ne vais pas toucher. Donc en fait, pour moi, c'est un bon compromis. C'est-à-dire que si j'ai que des gens qui vont regarder 2 secondes, ça ne me sert à rien. Si j'ai 0,01% des gens qui vont jusqu'au bout, ça ne me sert à rien. J'ai mis trop d'efforts à produire le contenu pour personne que la vôtre. Et c'est pour ça que j'essaye, moi, d'avoir des vidéos qui sont aux alentours des 30, entre 30 et 1 minute, 30 secondes et 1 minute. Parce que justement, quelqu'un qui a vu 2 secondes de ma vidéo, c'est que je ne l'intéresse pas. C'est que je n'ai pas réussi à lui faire passer mon message. Je ne peux pas faire passer un message de fond en 2 secondes. Ce n'est pas possible. Par contre, j'ai 2 secondes pour le capter et lui donner envie de rester sur les 30 secondes. Mais quoi qu'il arrive, quelqu'un qui a lu 2 secondes n'achètera pas. Quelqu'un qui a lu 6 ou 8 minutes de votre vidéo est plus enclin à acheter. Ça, c'est évident. Parce qu'il rentre dans un cycle dans lequel il vous a écouté, vous avez réussi à le convaincre. Ça va? Ça, c'est une vraie grande tendance. Et puis après, ça, c'est vraiment, 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 vraiment quelque chose qui ressort. Et s'il y en a une qui me plaît particulièrement et sur laquelle je suis hyper content de pouvoir travailler sur les réseaux sociaux, pourquoi j'aime mon job? J'aime mon job pour ça. Parce qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, gardons, d'où ça vient les réseaux sociaux? À la base, les réseaux sociaux, c'est pour mettre en relation 2 individus. Qu'est-ce qui fait qu'on a des amis? Qu'est-ce qui fait qu'on accroche avec des personnes? Pourquoi il y a des personnes, quand vous les rencontrez, en quelques secondes, vous savez si vous allez accrocher ou au contraire, si vous ne partirez pas en vacances avec elles? Parce qu'à un moment donné, on partage des cercles de valeurs. On partage des choses qui font que, très rapidement, on sait qu'on va pouvoir s'entendre ou pas. Et bien, les réseaux sociaux, ils vont permettre de retrouver ça. Je pense que ça nous a éloignés de ça et je pense que la période sanitaire nous a ramenés à ça. À un moment donné, on a besoin de ça. On a besoin de valeur. On a besoin de se recentrer. Alors, aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si c'est une vraie tendance de fond ou si c'est une volonté de ma part.
Ça, je n'ai pas la réponse. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Mais on sait qu'on est de plus en plus attentif à ce qu'on consomme. On est de plus en plus attentif à comment c'est fait, à ce qu'on achète. Alors, il y a une donnée, je vais vous la donner tout de suite. Il y a une donnée qui est vraiment intéressante. C'est du déclaratif. Alors, je vous rappelle, on fait toujours attention avec le déclaratif. Mais il y a 72% des internautes qui disent qu'ils sont plus enclins à consommer une marque si elle est en adéquation avec leurs valeurs. Déclaratif. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils peuvent déclarer ça et acheter sur Wish 3 minutes après. Hein. Mais il y a quand même une tendance. Il y a quand même un truc. Et effectivement, quand on partage ça dans certains, on voit des agences de voyage écolo, on voit. Voilà. Alors après, il y a tout ce côté greenwashing qui arrive aussi. Hein. Maintenant, vous prenez Air France, vous pouvez planter un arbre. Alors, on plantait des forêts pour lutter contre l'émission de carbone dans l'avion. Mais en tout cas, il y a un vrai travail de fond sur. On veut du local, on essaye de comprendre, on essaie de savoir d'où ça vient. Et les internautes sont de plus en plus axés là-dessus. Et donc, ça, c'est une tendance. Moi, je dis à tous mes clients, mettez en avant ce que vous êtes. Mettez en avant le fond. Mettez en avant vos imperfections. On revient à Instagram tout à l'heure. Instagram qui était le média parfait. La photo, elle était parfaite. La vie, elle était parfaite. La voiture, elle était parfaite. La femme, le mec, était parfait. Il n'y avait pas un problème. Mais très franchement, qui là a un mec, une femme, une voiture, tout parfait? Je suis un amoureux fan de ma fille. Je suis inconditionnel. Hier, j'ai voulu la. Elle était insupportable. Je l'aime comme c'est pas permis. Mais elle était insupportable quand même. On n'a pas une vie parfaite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on ne veut pas de ça. On veut retrouver des valeurs, on veut retrouver de l'authenticité. S'il y a un mot qui est vraiment important, c'est l'authenticité. Mettez en avant tout ce qui vous caractérise. Mettez en avant tous vos avantages. Mettez en avant tous vos inconvénients. Mettez en avant tout ce qui fait que vous n'êtes pas lisse. Parce qu'on vous apprécie, parce que vous n'êtes pas lisse. Donc n'hésitez pas à partager ça. Partagez des choses qui ne sont pas parfaites. Avancez, faites des choses. Revenez à des choses authentiques, revenez à des choses de valeur. Positionnez-vous. Voilà, pourquoi vous faites ça? Et montrez-le. Montrez-le. Je ne dis pas que ça doit, faut pas faire du greenwashing, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas communiquer sur des choses. Je la répète aussi, un jour j'ai un client qui débarque, qui me dit ouais, je veux que ma boîte elle soit focusée sur l'écologie, je veux que je sois identifié comme un acteur engagé sur l'écologie. Ok, pas de problème, on discute. Au bout de 3 minutes, le mec il part en avion, il fait descendre son jet ski en bateau, je dis, mais moi, je peux pas. Il a une voiture, il consomme 50 litres au 100, avec un bateau derrière. Et il fait descendre cette voiture-là parce que ça va trop vite et lui, il prend l'avion pour descendre. Je dis, vraiment, je vais communiquer sur l'écologie, là? Je dis, on ne peut pas, ça. Il ne faut pas aller là-dedans. Mais par contre, si c'est quelque chose qui vous touche, alors attention, là, je parle d'écologie, mais ça peut être sur l'égalité homme-femme, ça peut être sur la défense, je ne sais pas, moi, si vous vendez des produits et que vous êtes sur le traitement des enfants qui produisent des baskets, j'en sais rien. Moi, chacun va défendre ses propres valeurs. Je ne suis pas là pour vous donner vos valeurs. Mais si vous avez des causes qui vous tiennent à cœur, défendez-les, mettez-les en avant. En marketing, moi, je dis à mes clients, on n'achète plus le produit. On achète la société qui commercialise le produit. Gardez ça. On achète votre société, on achète vos valeurs, on n'achète plus votre produit. Pour 2 raisons. La première, c'est que pas la moindre idée de comment c'est fait. Parce que vous croyez que quand moi je vends du SEO, les gens ils m'achètent le SEO, il n'y a pas la moindre idée de ce que je fais. Donc en fait, ils n'achètent pas ça. Ils achètent le fait que, a priori, ils ont à peu près confiance en moi. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut vendre. Ça va? Ça, c'est vraiment une des grosses choses. Et puis finalement, ce qu'il faut finir quand même un peu, parce que sinon je vais complètement dépasser les délais. Il y en avait plein d'autres. Je vous en ai donné 5 qui me paraissaient vraiment intéressantes, 5 qui me paraissaient pour moi indispensables. D'accord? Mais il y en a tellement d'autres. Franchement, quand j'ai préparé ça, à un moment donné, je les avais listés, j'étais à 17. Je me suis dit, je ne vais peut-être pas leur prendre toute la matinée. À un moment donné, ils ont quand même autre chose à faire. Mais donc, du coup, j'ai voulu ressortir ces 5-là, mais je vais vous en donner 2 autres, enfin plein d'autres. On aurait pu parler du métaverse. Vous avez entendu parler de ça? Le méta-univers. Vous avez forcément entendu parler, vu que Facebook vient de s'appeler Meta. Quelqu'un qui n'aurait pas entendu parler de ça, il vit vraiment dans un igloo. Mais le métaverse, alors c'est génial aussi. On achète à des milliers d'euros
un mètre carré dans un univers qui n'existe pas. Extraordinaire. Je travaille avec. Franchement, je suis un fan des cryptoactifs, je suis hyper investi dans l'économie tech, je suis vraiment à fond là-dedans. Hein. Il y a quand même des trucs sur lesquels. mais j'y crois de fou. Mais c'est l'avenir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux demain se feront avec la réalité virtuelle dans le métaverse. Peut-être après-demain. Mais c'est vraiment intéressant de suivre. Vous avez plein de choses qui existent là-dedans. Facebook qui s'y met énormément. Alors, vous en avez plein. Alors, souvent, ah oui, c'est une phrase aussi qu'on m'a dit. On m'a dit le métaverse n'existe pas. En fait, ça dépend quelle est la définition que vous avez du métaverse. Métaverse, méta-univers. Donc, des univers qui sont différents, qui sont gérés indirectement. Le métaverse, dans l'esprit de Facebook, c'est un seul univers virtuel où tout est connecté. Aujourd'hui, dans cette définition-là, ça n'existe pas. Par contre, des méta-univers, où finalement vous avez des gens qui s'interconnectent dans un univers virtuel, ça vous en avez plein. Ça vous en avez plein. D'accord? Donc, c'est pour les plus curieux d'entre vous, allez regarder. Il y a des marques qui ont créé leur magasin dans les méta, dans le métavers. Vous avez des boutiques, j'ai vu quelle marque, c'est pas Balenciaga qui a créé une grande boutique dans laquelle on peut acheter. Il n'y a pas full encore. Hein. Si vous faites un concert, là, il y a eu un concert de Snoop Dogg, je crois qu'il y a eu une vingtaine de personnes. Vous avez encore des places, vous pouvez les acheter assez facilement. Mais c'est hyper intéressant. Vous pouvez vendre. Pourquoi pas? Moi, vraiment, je suis en train d'accompagner mes clients à réfléchir à ça. Pas y aller, encore trop tôt pour moi. Mais tout doucement à réfléchir, parce qu'à la vitesse, vous avez vu à quelle vitesse ça va. Hein. Tous les ans, on a des nouvelles actus, tout change. Vous voyez l'arrivée de TikTok. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que dans 2 ans, ce n'est pas ça qui est en train d'éclater, d'exploser avec les nouvelles générations. Donc, suivez-le. Mais j'aurais pu parler aussi de ce qu'on appelle la génération N. Vous avez déjà entendu parler de cette génération N? C'est les sociologues qui ont pensé ça. La génération N, c'est la génération qui ont décelé de l'hyperconnectivité pendant les périodes de crise. Et donc, ce qui a créé en fait des syndromes d'angoisse. Voilà. Vous avez des gens qui, à travers l'hyperconnectivité pendant ces périodes de crise, alors c'est vrai qu'on a quand même enchaîné entre la crise sanitaire et en ce moment ce qui se passe en géopolitique. Ça fait 2 ans, on a connu quand même plus calme dans la gestion, mais ça a créé en fait tout un tas d'internautes qui ont développé de l'inquiétude, des syndromes de stress en fait liés à ça. Et donc c'est de l'hyperconnectivité qui fait ça. Voilà. Ces générations Z, elles ont une manière de consommer qui est extrêmement différente. Elles vont avoir de gros doutes sur ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, ou au contraire, elles sont très dogmatiques sur ce qu'elles voient. Donc il y a des méthodes de consommation chez ces générations qui sont très spécifiques, qui sont très éloignées des codes qu'on a l'habitude d'utiliser en marketing. Voilà. Donc c'est à suivre. Pour l'instant, on a très peu de données encore là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant à suivre. Et puis après, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on a la fin des cookies. Alors, la fin des cookies, ça a d'énormes avantages. On va arrêter à un moment donné de nous suivre à peu près partout dans tout ce que je fais. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, on a une publicité qui est moins fine. Si vous êtes là, c'est que quelque part, vous êtes annonceur. Si vous êtes là, c'est parce qu'on a aussi une marque, on a une société qu'on veut mettre en avant. Donc, du coup, je suis annonceur. Donc, finalement, ces cookies-là, ils me servaient aussi quelque part. Alors attention, je ne suis pas en train de faire un débat philosophique de c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Je suis simplement en train de dire que si j'ai moins d'infos, si je suis moins fin dans ma donnée, eh ben forcément, je vais devoir développer d'autres stratégies pour aller communiquer. Ça va? Donc là, je vous ai mis ça. J'aurais pu en mettre plein. Il y en a des dizaines. Vous inviteriez 10 communicants à parler de ça et vous auriez eu 10 autres tendances. En tout cas, vraiment, celle que moi, j'aurais tendance à vous conseiller, la vidéo. Et la vidéo courte. Ça, vous l'avez compris. TikTok, surveillez, gardez un œil dessus. Revenez aux valeurs, communiquez sur des choses authentiques, communiquez sur des choses réelles, c'est important. Et puis, au final, s'il n'y a vraiment qu'une chose, communiquez. Communiquez, prenez la parole. Prenez la parole, montrez-vous, ça c'est hyper important en ce moment. Ça va? Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre participation, je vous remercie pour votre présence. Merci à vous. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez qu'on aborde? Est-ce que j'ai encore quelques minutes ou on me met dehors?
Ok. Eh ben, vous voulez qu'on commence par une question Zoom? Allez-y, alors on va faire une question. Alors, on a eu une question de Caroline Aubin qui nous disait « Certains prônent le slow content pour les réseaux sociaux et cela implique de diminuer le nombre de vidéos pour le côté écologique. Cela fait plusieurs fois que je lis des articles sur ça depuis le début de l'année. Tu penses que c'est une tendance qui va s'ancrer ?» Ah. Merci la question, Caro. J'y crois ou j'espère? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'y crois ou j'espère. En fait, effectivement, on sait que... Alors en plus, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis extrêmement touché et investi sur l'impact environnemental de l'activité humaine. Et j'ai une agence web. Autant vous dire que je crame un peu de données en sauvegarde. Et donc, du coup, je m'intéresse beaucoup à ça. Et effectivement, je ne sais pas si j'y crois ou si j'espère. En tout cas, c'est une vraie tendance de fond. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens ont pris conscience que le numérique n'était pas si écologique que ça. Le numérique, c'est la capacité finalement à stocker de la donnée. Et de la donnée, on en a créé un sacré paquet sur les dernières années. Et donc, une vidéo, c'est le truc le plus lourd à charger et à stocker. Netflix, on parle de l'empreinte carbone des avions. Ne regardez pas l'empreinte carbone de Netflix. Hein. C'est un scandale. Et donc, alors, il y a des technos dessus. Je ne sais pas si vous avez regardé sur les mails depuis quelques temps. Quand vous faites à répondre à un mail avec une pièce jointe, la pièce jointe n'est plus chargée. Voilà. Donc, vous voyez, on arrive à développer des petites astuces. Je ne suis pas franchement sûr que ça résolve le problème. Je n'arriverai pas à savoir si c'est une tendance, parce que je pense qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus connectée, qui est de plus en plus adepte à ça, qui snack, qui a envie de voir beaucoup de vidéos très courtes, très denses. Donc, je ne sais pas si ça deviendra une tendance. J'espère que ça le sera, parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ralentisse. Je pense qu'à un moment donné, on va arriver là à un rythme dans lequel le cerveau humain, il encaisse quand même de l'info. Et j'espère, pour répondre à Claro, que ça deviendra une tendance et je pense qu'on peut le prôner. J'aimerais que les gens prennent un peu plus le temps, j'aimerais que les gens aient un peu plus de niveau d'attention. Il y avait une étude là, qui est sortie la semaine dernière qui était hyper intéressante. On ne s'ennuie plus. On ne s'ennuie plus. Mais c'est hyper dangereux pour le cerveau de ne pas s'ennuyer. Ça nuit à la créativité. Hein, moi, j'ai des créas, ils passent leur temps à s'ennuyer. Mais en fait, s'ennuyer, c'est développer la créativité. C'est imaginer des choses, de les prendre sous un autre angle, c'est penser avec un autre point de vue, c'est laisser son cerveau divaguer. Donc, ouais, je ne sais pas si c'est une tendance, mais en tout cas, j'espère que ça va le devenir et j'espère qu'on va ralentir. Il y a une autre question? Oui. Alors, c'est une bonne question. Et donc, la question pour les personnes sur Zoom, en fait, c'était quel est l'équilibre qu'il faut avoir finalement entre contenu statique, contenu vidéo, comment je peux gérer finalement la production de contenu dans une contrainte qui est humaine ou financière. Les deux sont. C'est un peu ça la question. Voilà. Du coup, alors effectivement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de baguette. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire si vous mettez 2 photos, il faut mettre une vidéo, ou si vous mettez 2 vidéos, il faut mettre une photo. La seule chose, c'est qu'on sait que la vidéo est beaucoup plus engageante. Voilà. La seule réponse que je peux avoir, c'est que j'ai tendance à préconiser peut-être moins de contenu, mais un contenu plus riche et un contenu plus de qualité. Alors après, on a tous une contrainte budgétaire, on a tous une contrainte de temps. Mais donc, du coup, dans mes arbitrages budgétaires, j'ai tendance peut-être à, si je produisais 50 contenus, qui étaient des contenus peut-être statiques, et à se dire, OK, cette année, j'en produis peut-être que 30, mais sur les 30, je vais mettre 10 de vidéos. Voilà. Donc, en fait, j'essaye d'amener mon ratio vers ça. Après, ce qu'on appelle de la vidéo, ça peut être de la vidéo, c'est-à-dire que ça peut être de la captation, c'est-à-dire qu'on peut faire dépasser une équipe qui fasse des images, mais on peut très bien imaginer aussi des petites animations. Vous prenez une image statique qui est animée, vous faites un texte animé sur une présentation,
c'est considéré aussi comme une forme de vidéo. Vous voyez? Donc, l'alternative, elle peut aussi être là. Ouais, alors, on parle souvent de motion design. J'aime pas le terme de motion parce que dans l'esprit des gens, c'est des personnages qui marchent comme des robots. Mais l'animation de l'image peut très bien servir comme format de vidéo. Et de temps en temps, une très belle vidéo, très qualitative, sur laquelle, là, comme j'ai mis des moyens, je vais la médiatiser. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que le reach, vous savez ce qu'on appelait le reach sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que la viralité a quasiment disparu. La grosse mise à jour de Facebook 2018, je crois la grosse mise à jour de l'algo, il faudrait fact-checker, 2018, pour moi, le newsfeed algorithme. S'il y a des mecs devant, s'il y a des personnes devant un PC, je voudrais bien un newsfeed algorithme. Pour moi, c'est la modification de l'algo de 2018 de Facebook, dans lequel ils ont décidé de nettoyer en fait ce qu'ils appelaient les comptes. Donc, Zuckerberg a dit, je vais faire en sorte que dans votre fil d'actu, vous n'ayez que de votre famille, que des gens qui sont proches de vous, de vos valeurs. Ça, c'était la version officielle. La version officieuse, vous êtes une marque, payée. Et donc maintenant, quand vous êtes une page, en fait, la viralité, c'est-à-dire que si on est deux personnes qui ont des comptes physiques, si je partage votre actu d'un compte à un compte, quelqu'un qui est ami avec moi risque de voir votre contenu. Si vous êtes une page et que je partage votre contenu, là, ça ne marche plus. Et donc, on a perdu la viralité. Et donc, on a été obligé de la compenser avec ce qu'on appelle le paid media. Donc, il faut aussi garder un budget pour offrir de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne payez pas, si vous ne médiatisez pas sur vos réseaux, la visibilité, elle est assez faible. Donc, pas de baguette magique. Par contre, dans mon ratio, je tends un peu plus vers la vidéo, toujours en faisant des équilibrages budgétaires. Et je garde en plus une partie pour aller médiatiser cette vidéo, parce que si j'ai mis des moyens humains et des moyens financiers, autant qu'elle soit visible. On revient à ce qu'on disait, si on fait une belle vidéo et personne ne la voit, ça ne sert pas à grand-chose. Oui? Alors, la question, c'est est-ce que du coup, la disparition des cookies tiers va complexifier l'affichage display, et donc notamment la programmatique. Alors, pour ce display, pour tout le monde, display, ce n'est pas forcément un terme qui parle. Display, c'est de l'affichage. Quand on parle d'affichage sur le web, c'est du display. D'accord? Vous vous connectez au Figaro, au Monde, à l'équipe, vous avez de la pub à côté, c'est du display. D'accord? Et ce qu'on appelle la programmatique dans le display, vous voyez, je vous disais, on a mis des mots compliqués. Si je parle d'affichage, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, la programmatique, on va appeler ça aussi de temps en temps une particularité de la programmatique qui peut être le RTB, le Real-Time Bidding, va être de dire, je ne vais pas afficher tout le temps, mais je vais afficher si l'internaute correspond à mon critère. Autrement dit, quand vous vous connectez sur le Figaro, le Monde, l'équipe ou pas que ce soit, en fait, la pub, elle ne s'affiche pas directement. La pub, elle va déceler quel est l'internaute. OK, c'est un homme, c'est une femme, à peu près tel âge, tel secteur d'activité, intéressé par ça, 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 ça et ça. Et en fait, toutes ces infos-là, il l'envoie vers une régie qui fait des enchères. D'accord? Et ces enchères-là vont dire, eh ben, tiens, c'est toi l'annonceur qui a gagné, donc c'est toi que je vais afficher. Okay? Donc en fait, la pub, vous ne la voyez pas parce que c'est le site, vous la voyez parce que c'est vous qui êtes connecté au site. D'accord? Donc si là, dans la salle, on se connecte tous au même site, vous allez voir qu'on va tous avoir des pubs différentes. D'accord? Et donc la question, c'est, si on a moins de cookies, on a moins de données. Donc en fait, ça ne va pas amener à disparaître, ça va les obliger à se réinventer. En fait, ça va. Alors, mais oui, c'est un débat en ce moment dans la sphère de la communication digitale depuis 1 an. C'est hyper compliqué parce qu'on a moins d'infos. Si on a moins d'infos, on est moins juste. Alors, moi, souvent, on me dit, c'est bien ou c'est pas bien? De la pub, j'en aurais. Très franchement, de la pub, j'en aurais. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je ne peux plus me connecter à quelque chose sans avoir de la pub. Si le journal il est gratuit, c'est parce qu'il y a de la pub dessus. Il ne faut pas se tromper. Ben, quitte à avoir de la pub, moi, c'est mon avis, autant que c'est de la pub qui me concerne. Ouais. C'est-à-dire que si à la limite, j'ai de la pub sur un truc qui me concerne, bon, de toute façon, j'en ai. Si à l'inverse, j'ai de la pub pour quelque chose dans lequel j'ai absolument rien à voir, non seulement j'en ai, mais en plus, ça me perturbe un peu plus parce que je ne suis pas assez. Donc, ça va complexifier le travail, en tout cas de la programmatique, ouais, ça c'est sûr. Oui. Non, la régie publicitaire fonctionne de la même manière. Vous payez, vous faites un ciblage sur ce que vous voulez.
elle n'est pas encore… en fait, comme tous les nouveaux réseaux sociaux, les régies publicitaires sont toujours un peu complexes à maîtriser parce que ça change tout le temps. En fait, plus ils progressent, plus ils vont adapter leur façon de faire. Et toutes les semaines, vous connectez, il y a un nouveau truc. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil sur Meta. Là, ils viennent de changer il y a quelques semaines la plateforme de Facebook sur la pub. J'avais une conférence à faire, j'avais fait des captures d'écran. J'ai pris toutes mes captures d'écran, je les ai enlevées, quoi. Donc comme tous les réseaux sociaux, la logique est la même. En fait, vous allez payer pour l'utilisation de la donnée. Donc, vous allez dire, je veux toucher telle cible, tel âge. Donc, ça fonctionne de la même manière. Par contre, elle est encore très jeune. Et donc, dans l'utilisation, il y a encore quelques incertitudes, et notamment en termes de qualité de données. En fait, qu'est-ce qui fait que Facebook est si performant? Parce qu'il a une donnée sur vous depuis 15 ans. Il connaît toute votre historique. Il sait si vous avez été marié, divorcé, quels sont les jobs que vous avez fait, où vous allez, tout. TikTok, ça fait 2 ans, il y a l'explosion. Donc la donnée, elle est moins qualitative. Donc du coup, elle est aussi un peu… voilà, donc elle est plus difficile à gérer. On a moins de stats. Oui. Alors là-dessus, il y a 2 questions en fait. Il y a l'utilisation de la plateforme. Si je veux utiliser concrètement Facebook ou si je veux utiliser Pinterest ou YouTube, et il y a la compréhension de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est très intéressant de se former sur la compréhension d'un réseau, la nature même du réseau, pourquoi il a été créé, comment, qu'est-ce que sont les réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire que être capable de s'éveiller sur quels sont les codes et les utilisations. Là-dessus, il faut se former. Et là, vous avez plein de choses. Alors, il y a 2 façons de se former. Moi, je suis issu du numérique. Donc, nous, la meilleure façon de se former, c'est d'ouvrir un blog. Voilà, c'est-à-dire que chez nous, en fait, il n'y a pas de formation. Moi, j'ai commencé dans le numérique il y a 15 ans. Il n'y a pas de formation. Moi, j'ai un de mes devs, un jour, je lui dis, tu sais faire ça? Il me dit, je ne sais pas, mais il y a bien un blog sur la Terre qui en parle, quoi. Donc, du coup, on peut s'auto-former. Ça, c'est la première façon de faire. Et puis après, je suis persuadé que vous trouvez des centres de formation qui sont capables de vous accompagner avec des intervenants qui vont vous sensibiliser à l'utilisation des réseaux sociaux. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de s'attacher à l'ADN des réseaux sociaux, pas à leur utilisation pratique. Et je vous explique pourquoi. Pour moi, le seul moyen de se former sur la pratique des réseaux, c'est d'aller dessus. C'est-à-dire que le meilleur moyen de se former à LinkedIn, c'est d'ouvrir un compte sur LinkedIn et de travailler dessus. Pourquoi? Parce que je vous disais, ça évolue constamment. En fait, il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des choses. Si je vous formais aujourd'hui à la pratique de Facebook maintenant, dans 6 mois, ma formation, elle ne vaudrait plus rien parce qu'elle aurait changé. Donc, il faut comprendre comment fonctionne Facebook. Il faut comprendre quelles sont les attentes des gens qui l'utilisent. Ça, c'est important de se former là-dessus. Après, il faut mettre les mains dedans. Il faut ouvrir un compte, il faut lire quelques tutos, faut être curieux. Le digital est un métier dans lequel il faut être absolument curieux. Ça, c'est vraiment important parce que je vous disais, ça change tout le temps. Là, dans les… je regardais, quand j'ai préparé ça, j'ai commencé à préparer en fait, la conférence au début d'année. Donc, j'avais des chiffres du dernier trimestre 2021. Donc, je fais un petit truc, je note, je mets mes trucs, etc. Et puis, fin janvier, début février, je me dis, tiens, je vais vérifier, voir si je n'ai pas des stats plus récentes. Ah, ça va un peu bouger. La semaine dernière, je me dis quand même, on va quand même être un peu pro, je vais quand même aller vérifier les stats que je vais leur annoncer la semaine prochaine. Donc, j'ai pris les stats. Il y avait Digital 2022 qui était sorti, les stats, elles ont complètement changé. Donc, en fait, tous les mois presque, ça évolue. Donc, ouais, se former à comment les utiliser, oui, enfin, le fond, l'outil, mettez-les maintenant. D'autres questions? Ça va pour tout le monde? Eh bien, encore merci. Je crois qu'il y a un café en bas. Donc, du coup, si vous voulez prolonger l'échange, je reste bien volontiers. Merci encore. Bonne journée à tout le monde. Et puis, au plaisir de vous revoir. Au revoir aussi là-bas.